Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine et on va démarrer très fort, vous allez le voir, car notre invité du jour est un acteur rebelle qui a choisi de ne pas systématiquement jouer dans des polars comme le font beaucoup de ses collègues. Lui a choisi d'endosser les rôles principaux, notamment dans 10%, cette série qui parvient à attirer les plus grands noms du cinéma. Et ce matin, c'est bien de qualité que ce comédien vient nous parler puisqu'il débarque avec une nouvelle série sur M6 grâce à laquelle il a reçu le prix du meilleur acteur au Festival Sérimania de Lille. Bonjour Grégory Montel. Vous êtes très bien renseigné. Félicitations, oui, on est bien renseigné. Et le Festival Sérimania qui est un très grand festival, qui devient un grand festival. Il y a La Rochelle, il y a Sérimania et donc c'est évidemment une belle récompense. Tout ça pour une série qui s'appelle Le Grand Bazar. Ouais. Ce sera dès demain à 21h sur M6, une comédie qui dépeint le quotidien, vous allez le voir, de la famille Rousseau-Ben Saïd. Vous interprétez Nicolas, qui vit avec une avocate prénommée Samia. Et leur point commun, c'est qu'ils ont tous les deux des enfants issus d'une autre union. Est-ce que, ma première question, la famille recomposée, ça rime toujours avec bazar? C'est bien pour ça que vous avez choisi le titre. Ouais. J'imagine. Non, je crois que la famille recomposée, ça rime avec bazar, ça c'est sûr et certain. Enfin, je pense que toutes les familles, ça rime avec bazar en fait. Recomposée ou pas d'ailleurs? Recomposée ou pas. Vous avez raison. Ma famille, c'est bazar. Hein. Mais elle n'est pas recomposée, normal? Non, elle n'est pas recomposée, la mienne. Mais bon, après, mais c'est surtout cette idée que une famille recomposée, ça peut être un bazar joyeux, quoi. Ça peut. D'ailleurs, j'en vois de plus en plus des familles recomposées autour de moi qui vivent ça extrêmement bien. Les enfants vivent ça extrêmement bien. Ils découvrent ils ont des frères et sœurs qui sont presque choisis. En fait, c'est étonnant quand même. C'est une nouvelle famille. Absolument. Et c'est quand même assez intéressant aussi. Et c'est une série résolument moderne dans ce domaine-là. Vous allez le découvrir. On est en direct, bien entendu, sur Figaro Live, sur tmag.com et sur Facebook, la page Facebook de TMag Magazine, sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à Grégory Montel. Est-ce que vous allez regarder cette série? Est-ce que vous ne manquez ce genre de série pour rien au monde? La famille recomposée? Vos questions, vos suggestions, quel regard vous portez sur le personnage de Gabriel dans 10%? On en parlera aussi également à la fin. Vous pouvez envoyer toutes vos questions, vos commentaires et vos suggestions et il y répondra avec grand plaisir après les news médias de Damien Canives. Je confirme. Salut Damien. Salut Nicolas, bonjour Grégory. On démarre tout de suite ces news médias avec les audiences. On va commencer par samedi. Fort Boyard redémarré n'est pas en tête. Ah oui, exactement. Ben, en fait, le père Fouras n'a pas été suffisamment souple pour se hisser sur la première marche du podium. La chaîne, il a 355 ans, donc c'est un peu triste pour lui. La chaîne qui a enfilé la médaille d'or samedi dernier, eh bien c'est France 3 qui rediffusait un téléfilm intitulé Le Prix de la Vérité avec Mimi Mati et Mathieu Delarive. Plus de 3 millions de téléspectateurs ont choisi de passer la soirée devant ce polar, ce qui représente 17,8% de part d'audience. Sur la deuxième marche du podium, nous retrouvons donc France 2 qui lançait la 30e saison de Fort Boyard. Le jeu animé par Olivier Mine a rassemblé 2,5 millions de curieux, soit un score stable si on le compare au lancement de la précédente saison sur la même chaîne. TF1 s'invite dans le trio de tête avec le grand concours des animateurs présenté désormais par Laurence Boccolini avec la victoire d'Hervé Matou, vous savez, le présentateur de Canal+. 2,2 millions de joueurs l'ont applaudi. Il s'agit du pire score aussi, il faut le préciser, depuis la création du jeu en 2003. Et enfin, on va quand même terminer sur une note positive parce qu'ici, on est résolument bienveillant. Elle est signée TMC, cette note positive. La chaîne retransmettait la rencontre opposant la Norvège à l'Australie à l'occasion de la Coupe du Monde féminine de football. 1,2 million de supporters, soit 7,9% de part d'audience. Et on vient d'apprendre, pour compléter, évidemment la victoire des Bleus hier contre le Brésil en 8e de finale. 10,5 millions de téléspectateurs sur TF1, 1,3 million de téléspectateurs sur Canal+. Vous faites le compte, on est à 11,8 millions, plus de 50% d'audience pour les filles, un record. Je ne sais pas si vous suivez le foot féminin ou si vous avez vu cette Coupe du Monde, mais les audiences sont complètement dingues. Les filles cartonnent quasiment autant que les mecs, ce qui était très inattendu. C'est vrai, je sais pas, les mecs, ça fait à peu près ça, ça fait à peu près 10 millions. Dans les premiers matchs, ça fait 10-12, et puis plus on s'approche de la finale. Je vais regarder le quart de finale. Je promets que je vais regarder le quart de finale. Et ça sera mon premier match de football féminin. J'ai vraiment honte de le dire, j'ai encore jamais vu. Je suis pas très football. Mais comme la plupart des gens qui ont découvert le foot féminin à l'occasion de cette Coupe du Monde. Les hommes, vous regardez plus les Coupes du Monde? Moi, je regarde, en fait, je suis supporter d'un club qui s'appelle l'Olympique de Marseille. Je suis Marseillais. Ah, très bien. Donc ce buzz va se terminer immédiatement. Voilà, donc on peut. Je vous remercie. Pour une fois, il va peut-être y avoir des commentaires négatifs sur la page Facebook de TMag Magazine, c'est assez rare. Donc vous traversez ça et tous nos amis marseillais, enfin. Donc vous traversez une période assez délicate en ce moment. Non, mais je fais avec, vous verrez. On va apprendre le goût de, comment on appelle ça, de la sobriété heureuse, comme dirait Pierre Rabhi. La sobriété, absolument. Voilà, la sobriété.
savoir se serrer la ceinture, c'est important. Vous avez eu l'équipe de lundi matin, vous. Oui, c'est ça, absolument. Ceinture Project. C'est ça. Voilà, le fameux projet de Marseille. On poursuit les infos médias avec Charline Vanhoenacker, l'animatrice de France Inter, qui n'a pas mâché ses mots envers deux grands animateurs de télé. Oui, tout à fait. L'humoriste a choisi d'accorder un entretien sans langue de bois aux Parisiens dimanche dernier. L'occasion pour elle de s'exprimer sur les terriens du samedi et les terriens du dimanche, les deux talk-shows animés par Thierry Ardisson cette saison. Charline Vanhoenacker a confié qu'elle était ravie que ces deux émissions s'arrêtent car c'était, je la cite, très putassier. Voilà pour les mots qu'elle a employés dans cette interview. Et au cours de cet entretien, elle n'a pas non plus épargné Laurent Ruquier, vous savez, l'animateur d'On n'est pas couché, chaque samedi soir sur France 2, estimant que les confrontations entre artistes et politiques dans son émission étaient surtout utilisées pour le buzz. Elle a donc naturellement confirmé qu'elle ne participerait pas à la nouvelle mouture d'On n'est pas couché à la rentrée prochaine. Est-ce que ce type d'émission, Ardisson va s'arrêter, Ruquier, c'est quelque chose dans lequel un comédien comme vous va faire de la promo avec plaisir, ou est-ce qu'il y a toujours une appréhension dans ce type d'émission-là? Vous y êtes déjà allé dans ces émissions? Non. Non, pas encore? Non, pas encore. De toute façon, c'est un grand jeu, c'est un poker menteur. On sait très bien si on va se faire allumer ou pas, à mon avis. Je veux dire, on sait très bien à l'avance ce qu'on en pense. Vous pensez que c'est fait avant, par exemple les chroniqueurs, Christine Angot, savent qu'ils vont allumer? Bien sûr, moi je pense qu'on le sait. Donc, mais c'est un moyen de faire du buzz. D'ailleurs, Charline Vanhoenacker, qui est une femme extrêmement intelligente, extrêmement gentille et que j'adore, elle n'a pas tort du tout, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de... Bon, on cherche le buzz en ce moment, c'est ça qui marche. Quoi. Ça s'appelle le Buzz TV ici, même donc si on n'est pas... Mais ils cherchent qu'on se mette sur la gueule. Ils cherchent souvent un cas. Mais vous êtes invité chez Laurent Ruquier avec les snipers, vous y allez ou pas? Oui, parce que je pense qu'on peut avoir un petit peu de répartie et puis se défendre. Et puis de toute façon, c'est bien qu'on parle d'un projet, même s'il se fait allumer. Parce que je pense pas qu'ils aient la vérité, je pense pas qu'ils aient une vérité totale et ultime, quoi, ces gens-là. Cela dit, pour 10% à CNR, je crois qu'il y a eu Thibaut de Montalembert qui était là avec Camille Cotin et tout s'est bien passé. En même temps, c'est la même chaîne, donc ils ne vont pas non plus, on le savait, se faire détruire, c'est sûr. On le sait. Mais ça doit être marrant quand même. Moi, je regrette un petit peu les émissions de Polak, tout ça. Je sais pas si c'est du... Vous aimez bien ça, ces émissions où il y a quand même de la polémique? J'aime bien quand ça gueule. Je suis moi-même un grand colérique, donc j'aime bien quand ça part en vrille. Très bien. Ça se voit que vous êtes un grand colérique. C'est vrai. Parlez-en à ma femme. On termine, Damien, CNews avec Artus, l'humoriste qui va débarquer sur Netflix. Racontez-nous ça. Oui, exactement. C'est vrai qu'on savait que cette plateforme était championne dans l'univers des séries, mais elle investit petit à petit aussi l'univers du divertissement. Selon nos confrères de Pure Média, Artus présentera sur Netflix l'adaptation française de Nailed It. Alors Nailed It, c'est quoi? Eh bien, c'est une émission américaine qui met à l'honneur la pâtisserie, dans laquelle des amateurs vont tenter de reproduire des pièces sucrées absolument originales afin d'empocher la somme de $10 000, rien que ça. Alors comme le rappelle Pure Média, en fait, les concurrents américains ont dû par exemple confectionner un Donald Trump en forme de gâteau. Voilà, c'est assez original. Il y a eu même, je crois, un barbecue qui a dû être aussi confectionné. Enfin bref, tout ça, ce sera à découvrir donc sur Netflix dans quelques semaines. Netflix, on en parle beaucoup. Évidemment, pas d'émission de barbecue, mais ça représente aussi l'avenir et une partie de l'avenir pour un comédien comme vous. On voit beaucoup de comédiens le faire. Danny Boone qui vient de tourner dans sa première série Netflix. Il y a une autre série française qui arrive avec Gérard Darmon également. Vous envisagez maintenant de travailler pour ce genre de plateforme ou pas? Alors, en ce qui concerne la télévision, moi, absolument, parce que il y a quand même plusieurs problèmes. Mais absolument, parce que j'étais il n'y a pas longtemps à Monte-Carlo, parce qu'à Monte-Carlo, il y a eu le festival Monte-Carlo, et je me suis rendu compte à quel point les anglo-saxons et toutes les nationalités connaissaient 10%. Bon, ben ça, c'est évidemment grâce à Netflix. Après, il va falloir qu'un jour Netflix nous paye. Ça serait bien qu'un jour, ils payent leur contenu. Vous voyez, bon, nous, typiquement en tant qu'acteurs, on a droit à des droits. On a ce qu'on appelle les droits à l'image et les droits d'auteur même. Et on touche rien, zéro. Enfin, c'est pas un centime. Donc France 2. Tourner dans une série originale, éventuellement. Bon, là, effectivement, ils payent dans ce cas-là. Mais tourner dans une série Netflix, c'est quelque chose que vous envisageriez de faire dans un avenir proche? Si c'est mieux écrit que Marseille, oui. Oui, il n'y aura pas de mal à être mieux écrit que Marseille, voilà. C'est certain. Non, mais c'est toute la question. Moi, peu importe, je joue ce que vous voulez si on me propose un joli personnage, comme c'est le cas pour la série de Baya, quoi. La série de Baya, je l'ai lue, c'est formidable, c'est drôle, c'est moderne, ça raconte aujourd'hui, ça le raconte avec de la vivacité, avec toujours de la bienveillance. Le cynisme me fatigue beaucoup.
Donc ouais, moi si Netflix propose quelque chose comme ça, volontiers quoi. Mais il faut qu'ils payent. Absolument. Non mais je veux dire, non mais les droits, non mais c'est quand même impressionnant. On va passer le message à Harry Hastings, le patron de Netflix. Non mais c'est étonnant. Enfin je veux dire, c'est comme rentrer dans une boutique et partir avec une bouteille de lait et dire non mais ça j'ai droit quoi. Je donnerai un droit à la dégustation. Merci. Voilà, un petit. C'est fini Damien. Oui, c'est fini. Eh ben c'est super. On passe tout de suite à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions qui arrivent avec Grégory Montel. Grégory, vous interprétez le rôle de Nicolas, un père de famille. Ce sera dès demain à 21h, la première soirée, les premiers épisodes du Grand Bazar, la nouvelle série d'M6 créée par Baya Kassni et Michel Leclerc, deux scénaristes de Fais pas ci, fais pas ça. Pour ceux qui regardaient, c'était sur France 2 à l'époque. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un espèce de spin-off de cette série? Vous regardiez Fais pas ci, fais pas ça. Ils adorent les séries familiales. Donc, oui, ils adorent les séries familiales. Moi, je les connais surtout. Je connais pas Fais pas ci, fais pas ça. Je regarde assez peu la télé, à vrai dire. Une série qui a cartonné, on le rappelle, pendant plus de 7 saisons sur France 2. Oui, ça a cartonné pas au début, d'après ce que j'ai compris. Ça s'est monté petit à petit. Ça a mis un peu de temps à prendre. Et France Télé leur a laissé leur chance. Mais non, moi je connais surtout leurs films, en fait. Je connais surtout les films de Baya. J'ai adoré son long métrage, son premier long métrage qui s'appelait Je suis à vous tout de suite, qui était un film extrêmement drôle. Et d'ailleurs, je me rappelle lui avoir envoyé un petit message. Et ils ont un monde qui est tout à fait magnifique. C'est un joli monde, un monde qui raconte beaucoup de bienveillance, en même temps qui raconte la vraie vie d'aujourd'hui, avec toujours une petite tonalité politique, ce que j'aime bien, cette idée-là. Toujours, oui. Voilà. Et le côté social, effectivement, très social, qui fait que parfois on n'est pas que dans une comédie. Non, mais même dans cette série-là, il y a beaucoup d'émotions, on vit des moments assez délicats. On pose la question de la paternité, de la maternité, de la charge mentale qu'aujourd'hui une famille française a à souffrir. C'est dur aujourd'hui d'élever des enfants, c'est dur aujourd'hui d'être une femme, c'est dur d'être un homme, tout est recomposé. Il n'y a pas que la famille qui est recomposée. Même nous, les hommes, on est obligés de se recomposer aussi. C'est pas facile d'être un mec en 2019. Effectivement, et Nicolas, on en parle, c'est une sage-femme qui est en couple avec une avocate. C'est un sage-femme. C'est un sage-femme, effectivement. Et dès le début de la série, votre compagne, évidemment, accouche d'un bébé, ce qui signifie que vous allez devoir faire accepter ce nouveau-né à vos parents, votre ex, les enfants que vous avez déjà avec votre première femme. De quelle façon ces deux personnages vont réussir à conjuguer ces deux vies-là? Ça va être facile, pas facile, bazar joyeux, comme vous nous disiez en introduction, ou un peu tout? Ils vont tester parce que nos deux personnages, ils sont un peu victimes de ce siècle-là, c'est-à-dire qu'ils veulent être modernes, ils veulent travailler, ils veulent à la fois élever leurs enfants. En fait, ils veulent tout faire. Nous, on veut tout faire aujourd'hui. On veut toujours tout faire, tout contrôler. Et ils se rendent compte que c'est assez compliqué. Alors, du coup, un jour, le papa va se dire, en l'occurrence mon personnage, il va se dire bon, je vais arrêter de travailler. Je vais arrêter de travailler, je vais devenir un papa moderne. C'est ma famille qui va travailler, qui va gagner sa vie. Et en fait, ça ne lui va pas non plus, parce qu'il a besoin de s'épanouir lui aussi. Donc, ils vont tous composer avec ce qu'ils peuvent et avec ce qu'ils sont. Il va falloir composer avec ces deux familles, une famille plutôt culturellement, une famille maghrébine, donc qui a une volonté de faire, de mettre en avant toute la culture, en l'occurrence algérienne. Il faut faire circoncire l'enfant. Et de l'autre côté, moi, mes parents sont 68 arts, donc comment est-ce qu'on va faire fonctionner tout ça? C'est un joyeux bordel. C'est un joyeux bordel et puis c'était un plaisir à tourner pour le coup. Un joyeux bordel. Ça s'appelle le Grand Bazar, mais ça aurait pu s'appeler le joyeux bordel. Moi, j'aurais bien aimé. Ça aurait été punchy. Nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Vous pouvez naturellement poser toutes vos questions. Alors, on a Julien qui est avec nous, on le salue. Il y a également Michel et Waka Waka, qui n'est pas Shakira, mais un Géorgien apparemment, qui nous regarde depuis la Géorgie. Donc voilà, vous savez, l'international est sur la page Facebook. J'adore. Et une question de Camille qui souhaite connaître un souvenir de tournage. Est-ce que vous avez quelque chose de mémorable, justement, un fou rire, quelque chose comme ça, qui s'est passé sur le tournage? Voilà. Mais non, mais c'est terrible parce qu'on me pose toujours ce genre de questions et moi je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai l'impression que quand je finis un tournage, je ne me rappelle plus de rien du tout. Alors celui-là par exemple, le dernier. Non mais c'est vrai, c'est dingue. Non, est-ce que non mais l'accouchement non, mais il y a des vraies problématiques. Je vais essayer de vous trouver un truc qui n'a pas existé, mais qui était très très drôle. Non, j'aimerais beaucoup lui dire non. Je crois. En fait, il y a pas des trucs que vous retenez comme ça, un truc mémorable, une gaffe, Ouais, moi je retiens surtout un coup de gueule un jour, mais je devrais pas le dire, un coup de gueule de fatigue. Ça nous arrive souvent. Vous voyez, contre un réalisateur, contre une équipe, contre moi-même. Ah, contre vous-même, d'accord. Non, je suis très en colère après moi-même certains matins. Et là, je me rappelle
rappelle un coup de gueule comme ça où tout le monde s'est dit, mon Dieu, mais c'est pas lui, c'est pas Greg. Je me suis transformé. Et quand je vous disais que j'étais collègue, un jour, ça m'est arrivé comme ça. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'étais très fatigué. J'élève deux jeunes enfants aussi, donc, enfin, pas tout seul, mais je parle vite comme vous. Vous avez vu, je fais comme vous. C'est Damien, c'est ça? Oui, c'est Damien. Damien, arrêtez de parler vite parce que je parle vite moi aussi. Je suis désolé, je suis levé depuis très tôt. Damien, on se calme. Donc, je me rappelle un coup de gueule. Voilà, Camille. Est-ce que c'est Camille Cotin? Bonne question, on va lui poser la question. Non, il y a juste Camille tout Camille, je pense, mais à mon avis, c'est ça. Alors évidemment, c'est une série moderne, on l'a dit. Votre femme, Samia, fait un métier plutôt d'homme, avocat. Vous faites un métier plutôt de femme, sage-femme. C'est évidemment... Monsieur, qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Comment ça, avocat, non, mais d'homme? je veux dire, dans l'histoire, bien entendu, il y a des hommes sages-femmes, des femmes avocates. Mais c'est vrai que le rôle est un peu inversé. C'est elle qui a le métier qui rapporte de l'argent. C'était évidemment important aussi de renverser ces rôles-là et de faire en sorte que... C'était l'idée. Ouais, c'était l'idée. C'est presque un peu excessif. Ce qui arrive dans plein de couples aujourd'hui. Bien sûr. Bon, après, il y a très peu de sages-femmes hommes. C'est assez rare. Ça existe, hein, il y en a quelques-uns, mais c'est assez rare. Non, mais c'était cette idée-là d'inverser un peu, de provoquer un peu, de provoquer cette situation-là. Mais ce qui était typiquement, ce qui est génial dans ce personnage, c'est d'aller explorer son côté féminin, ça c'est sûr. C'est d'explorer ce côté féminin. Et puis c'est vrai que ce qui est drôle aussi, c'est un chouette ressort comique, c'est que évidemment c'est le seul mec au milieu de toutes ces sages-femmes, et c'est que lui-même, il souffre aussi d'une forme de discrimination. Et il le dit, ça suffit, quoi. Je veux dire, arrêtez, quoi. C'est pas moi qui dois souffrir de toute la discrimination. Et oui, parce qu'il y a une espèce de jeu comme ça où toutes les sages-femmes qui travaillent avec mon personnage de Nicolas lui font vivre avec beaucoup de drôlerie, mais lui font vivre un petit peu ce que vivent les femmes en sens inverse, quoi. Absolument. Voilà. Et donc, il est obligé de se débattre, lui aussi. Voilà. Non, mais c'est ça. Nicolas, c'est quoi? C'est un papa débordé. On sent une grande tendresse et en même temps une angoisse assez palpable. Comment vous le décririez, Nicolas? Je crois qu'il a des qualités, il a la vraie qualité d'un papa patient. C'est un papa qui est vraiment patient, parce que je ne suis pas du tout dans la vie. Et il est vite débordé quand même, non? Mais il est assez dépassé vite, mais il est dépassé. Vraiment, il faut composer. Hein. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais c'est complexe. Hein, quand 3, même. ça va vite. Ouais. Vous êtes un héros, vous êtes mon héros. Non, ça va vite, on est vite dépassé. Hein. On est vite dépassé. Je veux dire, moi, ma maman, qui est une femme formidable, je ne me doutais pas à quel point elle avait pu souffrir. Parce que moi, évidemment, mon père, il bossait, il rentrait à 19h, et pourtant, c'était un homme moderne, hein, mais il n'en avait rien à foutre, hein, il ne faisait pas à manger, quoi. Donc, je pense que nos femmes, nos mères... Nos mères, oui. Les femmes font pareil chez les hommes. Non, mais nos mères, je crois que ce sont vraiment les vraies héroïnes du XXe siècle, parce qu'elles ont souffert le martyre, et parce que il fallait tout composer. Enfin, je me vois pas, moi, je serais incapable de faire ce qu'a fait ma mère et de travailler en même temps, comme elle l'a fait. Je pense que... Et elles ne se sont jamais plaintes. Non, c'est incroyable. Des vraies héroïnes. Damien, beaucoup d'autres questions qui arrivent. Une question de Bruno, qui souhaite connaître vos sources d'inspiration. Est-ce qu'il y a des acteurs qui vous ont particulièrement inspiré au cours de votre carrière, ou est-ce que vous êtes vous-même et vous oubliez le reste? Vous avez des références quand même? Moi, j'essaie. Alors, évidemment, j'essaie au maximum d'être moi-même. Hein, j'ai pas de. Mais je suis fasciné par les deux acteurs qui m'ont fasciné. D'abord Jean-Paul Belmondo, mais que c'est assez normal. Jean-Paul Belmondo, pour moi, c'est la qualité d'un acteur à la fois populaire, qui est capable de faire le grand écart dans des cinémas aussi différents que le cinéma d'action, que Godard, que Pierrot le Fou. Et puis moi, je pense qu'il a marqué mon adolescence avec Itinéraire d'un enfant gâté. Je crois que c'est un des personnages qui m'a le plus... c'est certainement un film qui a vieilli, je l'ai revu il y a pas longtemps. Pas tant que ça, hein. Les dialogues sont assez Les dialogues fous, sont savoureux. Ouais. Non, cet homme me fascine, Jean-Paul Belmondo, et j'aime énormément Daniel Auteuil. Et Daniel Auteuil, c'est quelqu'un probablement parce qu'il est avignonné, et que moi je suis du Sud-Est aussi. Pas loin, ouais, et sa carrière aussi est merveilleuse, parce que c'est un acteur qui a commencé dans des comédies que je trouve d'ailleurs à mourir de rire. Pour moi, les Sous-doués passent le bac. On se fend la poire de façon un peu gratuite, et en même temps, je trouve que c'est les comédies qu'on a de plus en plus de mal. César pour Jean de Florette, et qui gagne un César. Ouais, c'est fascinant. Voilà, et donc en plus on me dit que j'ai sa voix, donc c'est ma petite fierté. Voilà. C'est vrai qu'il y a un petit côté, c'est vrai. Voilà, donc mais j'essaie d'être le plus singulier possible, mais il y a quand même des personnages comme ça qui m'ont inspiré.
Vous avez reçu, je l'ai dit en introduction, le prix du meilleur acteur au Festival Cérémania de Lille pour votre rôle dans cette série, dans Le Grand Bazar. Ça représente quoi, une telle distinction? C'est la première fois que vous gagnez un prix comme ça, ce genre de choses. C'est quelque chose de fort, j'imagine. Il y a un gros chèque avec? Non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ouais. Non, que vous dire, j'ai attendu, j'ai 41 ans, j'ai attendu 40 ans pour avoir un prix pour quoi que ce soit. J'ai jamais eu de prix dans ma vie. J'ai eu le BEPC, le bac avec 10,00. Non, mais ça, j'y crois absolument pas. Hein. Pour être honnête avec vous, je crois absolument pas qu'on puisse dire et que c'est une voilà que j'ai la chance de surfer sur une série qui cartonne mais j'y crois pas. Je crois pas un seul instant que je sois le meilleur acteur d'une série. Voilà, mais je le prends parce que ça fait plaisir. Mais j'y crois pas un seul instant. Voilà, non, mais j'ai même eu un globe de cristal. Et là, la semaine dernière, figurez-vous que j'ai rencontré Michael Douglas, qui m'a remis le prix du meilleur acteur au Festival international. Ouais. On était passé à côté de ça. Ouais. C'est pas mal ça. Je vous demande de revoir vos fiches, monsieur. Ça classe un homme. Alors évidemment, on a le sentiment que ces comédies sont très à la mode, notamment sur M6. On avait il y a quelques mois avec nous Florent Père et Émilie Camp pour la série Papa ou Maman. Évidemment, je ne parle pas de scènes de ménage, de En Famille, qui arrive là pour l'été. Comment vous expliquez cet intérêt, c'est incroyable, cette chaîne pour ce genre-là, alors que toutes les autres quasiment font du polar? Pas du tout M6, très peu. Et pourtant, vous êtes à nouveau dans une série familiale sur M6. C'est la première fois que vous travaillez pour eux, non? Ah oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Non, je dirais qu'on sait que le polar, ça marche, donc, et la valeur refuge, c'est la valeur famille. Hein, c'est clair et c'est net. Hein. Je pense que moi, je trouve que cette série, alors je vais prêcher pour ma paroisse, mais je trouve qu'elle a l'ADN des séries contemporaines, enfin, elle a l'ADN des vraies séries modernes. C'est-à-dire qu'elle a cet ADN-là de faire en sorte qu'on est très très libre dans l'écriture. Quand on choisit un sujet, ça ne devient pas un thème, c'est-à-dire qu'on peut traiter par exemple, on traite de la diversité culturelle, mais ça n'est absolument pas un thème, quoi. C'est-à-dire on ne se pose pas la question comme chez Philippe de Chauvron, par exemple, savoir si c'est chouette d'être chinois, c'est chouette d'être arabe ou d'être noir. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Voilà, qui est un film que j'exècre profondément. Ah, vous n'aimez pas du tout? Non, que j'exècre assez profondément, parce que pour moi c'est... Trop de clichés pour vous? Pour moi c'est des clichés, c'est-à-dire j'ai particulièrement détesté le film qui traitait des Roms, ma femme ayant travaillé avec les Roms pendant une quinzaine d'années. J'avais lu à l'époque le scénario qui s'appelle Les Bras ouverts. Moi, lorsqu'il me l'avait donné pour lire, ça s'appelait S'il vous plaît. Ça s'appelait comme ça. Donc c'était absolument abject, hein, avec un personnage où on a l'impression de sortir de ces films. Il fait 12,5 millions d'entrées. Parce que si vous voulez, beaucoup de gens ont dit justement qu'il a retourné les clichés. Oui, il a retourné les clichés, mais c'est faux en fait. En fait, les gens qui sont sortis de ce film se sont dit j'ai raison de penser ce que je pense sur les Roms. Ce sont vraiment des voleurs en fait. Mais bon, à la fin, ils sont gentils parce qu'il faut que ça se termine bien. Je parlais pas du film des Roms, qui n'a pas très bien marché spécialement. Je parlais de qu'est-ce qu'on a fait au bout. Le film des Roms, plaisantez ou quoi, ça fait 4 ou 5 millions. Oui, quoi. ça fait 4 millions. Voilà typiquement des gens qui croient qu'ils luttent contre le racisme et qui en fait l'ancrent profondément dans les cerveaux, en disant que oui, de toute façon, nous sommes très différents les uns des autres. Enfin, on est là pour buzzer, donc je vais me fâcher avec ce monsieur. Très bien, avec Philippe de Chauvron, comme ça c'est fait. Je suis sûr que c'est un homme très gentil en plus, mais il ne se rend pas compte à quel point il faut faire attention quand on écrit des choses. Alors, les audiences, évidemment, c'est très important. Vous avez fait des séries télé, vous connaissez aussi les audiences. Par exemple, Papa ou Maman, c'était un peu moins de 2 millions de téléspectateurs, 8,6%, qui était considéré comme un score plutôt insuffisant pour M6. Vous regardez, vous, les audiences de catégorie où vous dites, moi, je fais mon boulot, j'essaie de faire des séries de qualité. Ouais. Et ensuite, on rappelle que 10% marche très bien, évidemment, sur France 2. Il y a une vraie pression pour celle-là, pour Le Grand Bazar qui arrive demain? Moi, je pense qu'on n'a pas tant de pression que ça. Moi, je pense que d'abord, les audiences, ça ne veut plus rien dire à partir du moment où les gens vont le regarder tranquillement chez eux en replay. Déjà. Effectivement. C'est compté aussi maintenant, on les compte. C'est compté, mais enfin, il y a quand même un stress du lendemain. Bien sûr. Il y a le stress du lendemain qui ne veut plus rien dire. Par exemple, nous, je sais qu'avec 10%, on avait plus d'1 million de replays. Et puis surtout, on n'a pas toujours fait que des scores merveilleux sur France 2, mais avec 10%, mais ça a quand même bouleversé les choses. Donc moi, j'y crois pas spécialement, sauf qu'on peut imaginer que la chaîne va regarder le chiffre pour savoir si on fait une saison 2 ou pas. Donc, moi, je fais pas. Alors, en revanche, l'idée que ce soit populaire, ça me fascine et ça me plaît. J'aime l'idée de la popularité. Et c'est possible qu'il y ait une saison 2, puisqu'on ne va pas dévoiler tout ce qui se passe à la fin, mais effectivement, c'est possible que ça se poursuive. Une autre série, évidemment, c'est 10%, on en a parlé. Vous interprétez le rôle de Gabriel. La saison 4, vous en faites partie, évidemment.
vous serez dedans? Ce sera tourné à l'automne prochain, c'est ça? Oui, on doit tous se retrouver pour lire le 2 juillet. On se retrouve tous ensemble, comme on le fait à chaque fois, tous les acteurs, et on va lire tous ensemble. Donc on va savoir à quel tournage, septembre, probablement. Je dirais plutôt octobre. Octobre, ouais. D'accord, pour un rendez-vous l'année prochaine. 3,5 millions de téléspectateurs en moyenne pour cette série. C'est pas énorme, mais après derrière, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui l'a vu. Mais beaucoup de choses de qualité, les rediffusions, les replays, la diffusion sur Netflix également, beaucoup de gens l'ont découvert. Cette série, elle a tout changé dans votre vie, Grégory? Oui. Ouais. Oui, tout, comme la rencontre avec Dominique Besnéard, qui a été essentielle pour moi, ça a changé beaucoup de choses. Comme quoi, ce métier, c'est 80% de chance, 10% de talent et 10% de sympathie. Vous pensez un jour pouvoir vous retrouver dans le même lit que Monica Bellucci ou pas? Avant cette série, ou ça vous semblait lointain? Ne faites pas battre mon petit cœur. Mais parce que Damien et moi, on en rêve depuis longtemps, on vous a vu évidemment le faire. J'en ai rêvé, France 2 l'a fait. Merci Dominique Besnéard en tout cas. Merci Dominique. Oui, une question de Camille qui a remarqué votre accent chantant. Oui, Camille, elle est encore là. Et elle souhaite savoir si cet accent a été un handicap ou un atout pour votre carrière. Ah, ben ça c'est une question très intéressante. Vous en aviez plus au début? J'en avais beaucoup plus, mais là j'en ai un petit peu parce que comme je me sens bien avec vous, je m'amuse bien, donc je parle, voilà. Non, je vais vous parler très sérieusement. Je vais me faire engueuler par mon prof de théâtre, Jean-Pierre Garnier, parce que en fait il m'a jamais vraiment accepté dans la classe libre. Moi je voulais faire la classe libre au cours Florent parce que je suis avocat moi de formation, donc je suis arrivé beaucoup plus tard à Paris, donc je pouvais plus passer les cours nationaux. Et il m'a dit, moi, je crois que tu fais beaucoup trop comédien de province. Ah oui. Ouais, donc à cause de votre accent notamment. Ouais, à cause de mon accent. Et puis moi je me suis dit, oh là là, mais c'est une singularité, ça. Au cours Florent, on était peut-être 2000, c'est ce qui est n'importe quoi. Hein. Ouais. On était à peu près 2000. Je me suis dit, bon, j'ai cette petite singularité, autant que je la fasse fructifier, je la garde un petit peu. Mais j'ai un petit peu d'accent quand même. Et je trouve que c'est bien. Et c'est bien de le garder. Ouais, puis même c'est pas parce que je joue à Bagnolet, c'est pas parce que je suis un supporter du PSG que je dois changer mon accent. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça drôle, quoi. On est bien d'accord. Ça participe au truc. Personne ne demandera à Fernandel de changer son accent. Ça ira pas du tout. Mais là, oui. Vous voyez, moi, un de mes acteurs préférés, j'aurais dû vous en parler tout à l'heure, c'est Rému. Oui, ben voilà. Rému, c'est un génie absolu. Un génie absolu, ouais. Un génie absolu. Ouais. Voilà le vrai génie absolu moderne. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait Pagnol et qui un jour a fait L'étrange Monsieur Victor, où il joue justement un homme très très dangereux. Et c'est lui qui a enlevé cette espèce d'emphase dans la prise de parole des comédiens. C'est un immense acteur, Rému. Immense. Belmondo, Rému, que de belles références pour notre invité Grégory Montel qui sera, je le rappelle, dès demain dans la série Le Grand Bazar sur M6. Ne ratez pas ce divertissement familial. On peut vraiment le regarder en famille, c'est drôle, on rigole, on pleure, il y a de l'émotion, il y a vraiment de tout dans cette série. Ce sera dès demain sur M6. Merci beaucoup Grégory d'être passé nous voir. Damien, nous on n'est pas là demain, exceptionnellement. Il fait trop chaud. Vous êtes en RTT, non? Je suis au frigo demain. Vous êtes au frigo. Par contre, on reviendra mercredi matin. Exactement, avec une animatrice qui officie sur France 5 aux commandes d'un magazine qui parle de santé. Ça s'appelle tout bonnement le magazine de la santé. Il s'agira de Marina Carrère-Dancos qui viendra nous voir sur ce plateau pour nous faire un bilan de toute cette saison. Qui est aussi médecin, vous pouvez envoyer tous vos symptômes. Exactement, voilà. Le résoudre en plateau avec Marina Carrère-Dancos. Merci Damien, merci Grégory. Excellente journée à toutes et à tous.